Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission culturelle. On va faire un petit tour du côté de La Ferté-Bernard pour découvrir ou redécouvrir la collection de La Laverie. C'est un centre culturel comme son nom l'indique peut-être pas, on en parlera dans un instant. Puis on discutera de la programmation de Le Mans Pop Festival avec la finale du concours de chansons pop francophones, mais aussi la soirée avec les artistes émergents sartois. On fera un petit tour du côté de l'Espal pour une exposition à découvrir en famille autour de l'Aéropostale. Ça commence ce week-end, ça s'appelle Poste Restante de Cécile Léna. On aura le plaisir aussi de recevoir Heidi qui va bientôt sortir son prochain EP Bliss, dont le premier single est déjà sorti. Et puis on finira l'émission avec Au Clair Matin qui fête ses 70 ans d'existence. Il y a un concert qui est déjà complet ce week-end avec Diana Igby, mais que vous pourrez réentendre dès le lendemain ou dans d'autres dates en Sarthe, puisqu'on aura le plaisir de l'entendre un peu partout en novembre. Bref, on rejoint tout de suite nos invités, tout de suite dans Culturel. Dans un instant, on parlera donc de Le Mans Pop Festival avec Brigitte Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Le Mans Cité Chanson. Alexis Mauger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes programmateur, vous allez nous parler notamment des artistes émergents dans un instant. Mais avant, je me tourne vers Julien Rullier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes programmateur à La Laverie. Je fais la blague à peu près à chaque fois que vous venez. Comme on le disait, La Laverie, c'est un lieu culturel à La Ferté-Bernard. Et c'est vraiment le moment justement de réexpliquer ce qu'est ce lieu, puisque c'est une exposition non pas anniversaire, mais qui part de vos collections permanentes. Exactement, oui. Alors la laverie, oui, c'est un centre culturel. On est installé dans l'ancienne laverie de l'ancien hôpital de La Ferté-Bernard. Le nom est plutôt chouette, donc on l'a gardé. Effectivement, ça pose question. Nous, on a un centre culturel qui est plutôt dédié à l'art, donc environ depuis 17 ans, effectivement, à chaque exposition, puisqu'on a un cycle de 4 à 5 expositions d'artistes connus ou moins connus, ou en devenir, on va dire. On achète effectivement une œuvre à chaque exposition, ce qui nous permet, depuis environ 17 ans maintenant, si je ne me trompe pas dans mes calculs, d'avoir une collection d'envergure et de pouvoir la proposer, comme c'est le cas en ce moment, au grand public, mais surtout aux scolaires, puisque c'est vraiment notre cœur de métier. En milieu rural, c'est plutôt intéressant de trouver un lieu comme le nôtre. Alors, c'est vrai que 17 ans, en effet, une centaine d'œuvres, je crois que j'ai vu sur le communiqué de presse. Vous faites des expositions que vous proposez aux scolaires, comme vous dites, pour qu'ils puissent avoir accès à ce genre d'art qui est un petit peu plus difficile d'accès en milieu rural. Des cours aussi, enfin des ateliers, des choses qui se passent toute l'année. Et ces œuvres-là, quand on dit un fonds, c'est-à-dire que vous achetez, à chaque fois que vous faites des expositions, vous achetez une œuvre de l'artiste que vous possédez après au sein de la communauté de communes du Perche-Émeraude. C'est ça. En fait, c'était pour répondre à une question qui est fondamentale, c'est la rémunération des artistes. Il y a des règles qui existent aujourd'hui pour payer les artistes en tant que droit de monstration. Il y a des lieux qui ne peuvent pas le faire. Il y a des collectivités qui ne le comprennent pas non plus. Nous, on a trouvé l'entre-deux, c'est-à-dire qu'effectivement, un artiste, quand il commence à exposer chez nous, il a déjà un achat lors de son arrivée. Bien sûr, toutes les œuvres pendant 2 mois sont à la vente aussi auprès du grand public. On ne reçoit pas que des scolaires. Et puis pour l'artiste, c'est bénéficier, c'est incorporer une collection qui est aujourd'hui effectivement de plus de 100 œuvres, qu'on sort environ tous les 5 ans, mais qui est aussi amené à voyager dans d'autres lieux, comme ça a déjà été le cas à l'Abbaye de Tuffet ou ailleurs. Alors, on y retrouve quoi? Des peintures, des photos, de la sculpture, globalement un peu de tous les arts? Un petit peu de tout, alors avec on privilégie un peu plus la photographie depuis qu'on s'est attelé effectivement au photographique, puisqu'on s'est associé à eux.
Depuis une dizaine d'années, la photographie rentre dans notre collection, mais sinon, effectivement, on a tous les médiums. Sculpture, alors sculpture, ça peut être de la céramique, mais ça peut être aussi du tissu, comme on peut avoir, de la broderie. Ça peut être des sculptures en plexiglas, comme avec Go Segawa, un artiste japonais qu'on a reçu il y a 5 ans à peu près, qu'on peut voir en ce moment. Et puis des choses un peu plus monumentales, plus traditionnelles, le bronze, etc. Peinture à l'huile, peinture au ciment même, avec Ashley Ashford Brand, qui est un artiste assez incroyable, où justement on a été partenaire de sa monographie qui est sortie il y a peu de temps. Et j'en parle là maintenant parce qu'au mois de janvier, on le reçoit juste 10 jours pour une exposition assez particulière, parce qu'il vient exposer une peinture de 14 mètres. Et effectivement, on est une ancienne laverie, donc on a... Donc vous avez les 14 mètres de long pour exposer. On a les 14 mètres de long, donc ça va être le moment de faire ça. C'est une des prérogatives pour recevoir son œuvre. Justement, vous l'avez là, il y a un catalogue, on l'a dit, c'est ouvert au grand public. Et justement, on peut y aller en famille, on peut vraiment profiter. Comme vous venez de le dire, il y en a pour tous les goûts. Il y a toutes les formes d'expression, on va dire, avec du figuratif, évidemment de l'abstrait, du contemporain, ou un tout petit peu moins, parce que ça fait 17 ans. Ouais. Mais voilà, c'est une belle façon aussi d'aller dans un lieu accessible, mais de découvrir des œuvres et de se dire, ça, finalement, j'aime bien, je suis assez réceptif à telle peinture ou telle forme de sculpture. Exactement. L'entrée est gratuite. On a une médiatrice qui est dans le centre et qui propose des médiations donc aux scolaires, mais aussi au grand public. On est souvent à disposition dans la salle d'exposition pour expliquer, ou du moins pour amener un propos. Et puis, on est comme dans d'autres types de magasins, quand les gens ont envie d'être tranquilles, on les laisse tranquilles et puis on en discute après leur visite. Donc voilà, c'est une belle balade à faire en tout cas. C'est un musée gratuit. Oui, c'est ça. Mais justement, on en parlait tout à l'heure quand vous parliez de l'importance de participer évidemment à la rémunération des artistes en achetant des œuvres ou autres. Il faut savoir que c'est aussi pour nous une chance d'avoir des communautés de communes, des endroits comme ça qui financent les expositions, parce que ça n'est évidemment pas gratuit. Les artistes ont besoin de vendre pour vivre. Donc pourquoi pas vous faites aussi galerie en quelque sorte. Voilà, si quelqu'un a un coup de cœur, ça peut être aussi l'occasion d'être en lien avec l'artiste que vous exposez. C'est exactement ce qui s'est passé pour les 3 premières semaines. On a eu quelques visiteurs collectionneurs intéressés effectivement par des artistes et on a fait le lien assez rapidement. Oui, parce que là, c'est votre collection permanente, donc c'est les vôtres. Oui, nous, on les garde. Donc on n'est pas là pour les vendre. Et puis, c'est intéressant ce que vous avez dit, c'est effectivement une volonté au départ de la communauté de communes. C'est pas simplement la laverie, c'était sur proposition de la laverie, mais la communauté de communes du Perche-Émeraude nous a suivis là-dessus. Et les œuvres appartiennent à la communauté de communes du Perche-Émeraude. Donc, un lieu à découvrir ou à redécouvrir. Si ça fait 17 ans que vous êtes passé à la côté, vous allez faire un petit tour à La Ferté-Bernard. Vous allez à la laverie et vous découvrez là plein d'œuvres d'un seul coup. Donc, comme ça, vous pourrez vous faire une idée sur ce que vous appréciez le plus ou pas, ou tout d'ailleurs. C'est ouvert à tous. C'est ça, on a le droit de tout aimer et on a le droit d'y aller à tout âge avec les enfants et d'y revenir. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est jusqu'au 28 novembre. C'est ça. Jusqu'au 28 novembre à La Ferté-Bernard. Je me tourne maintenant vers Brigitte Thomas et Alexis Mauger. Le Mans Pop Festival, donc le samedi 15 et le dimanche 16 novembre pour l'apothéose, on va dire, avec la finale du concours. Peut-être, Brigitte Thomas, me resituer ce festival et cet événement autour de la pop francophone. Alors, c'est un véritable panorama de la chanson française contemporaine et la chanson d'hier et d'aujourd'hui. Et aussi de proposer aussi des univers vraiment très différents avec des artistes émergents locaux, internationaux aussi, vous allez l'entendre tout de suite. Et puis, ça fait donc 31 ans qu'on soutient la création. Ces artistes sont très très friands de venir s'inscrire. On a plus d'une centaine de candidatures chaque année et on les choisit sur écoute. Ensuite, présélection sur scène. Et ce qu'on va voir samedi et dimanche, surtout dimanche pour le concours, c'est donc la présélection sur scène, on en garde 4.
On en garde 4 à la fin. Alors, c'est vrai qu'il y a des rencontres, évidemment, qui se font. La rencontre avec le public, avec des artistes émergents, d'autres artistes qui reviennent, évidemment, et puis ceux qui se présentent au concours. Le samedi, donc 15 novembre à 20h, tout se passe, je ne l'ai pas dit, tout se passe au Saulnières, au Mans. On a les artistes émergents, dont certains ont participé au concours, peut-être, des fois, Alexis ? Je ne pourrais pas vous affirmer ça. Ça, je ne suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, c'est des artistes, notamment Kuntea, qui est aussi jury pour le Mans Pop Festival. Donc, c'est des artistes qui connaissent aussi ce festival. Mais je pense que c'est plutôt des artistes, justement, qui prétendent à terme à postuler à ce tremplin. Alors, justement, il y a un Canadien, Pontex, qui vient. Mais avant, on va parler de nos 4 artistes émergents. Comment vous les avez choisis? Puis alors, on dit le Mans Pop Festival, mais pop, c'est très élargi parce qu'il y a du rap, il y a d'autres univers que la pure pop. C'est vrai, comme disait Brigitte tout à l'heure, en fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'artistes hybrides, vraiment qui mélangent les styles. Et donc sur cette programmation, notamment sur le samedi, c'est ce qu'on peut aussi retrouver avec un mélange de chansons françaises, de rap, de sonorités rock, même parfois électro. Et donc c'est un beau panel artistique de ce qu'on peut retrouver au local, mais je pense que c'est exactement la même chose aussi au national. Alors, justement, on a différents univers et je me garderai bien de les classer, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça, souvent, quand j'invite les gens, je leur dis « Quel est votre style? Comment vous définiriez-vous » Ça m'aide un peu. On a des artistes qu'on connaît plus ou moins, qui sont accompagnés, comme Wixo, je crois, qui est... C'est ça. Donc, sur les 4 artistes groupes qui sont programmés, on a Wixo qui, lui, a été programmé via le partenariat avec l'association Éclosion. Donc Éclosion qui est un tremplin aussi au sein du département de Sarthe. Et lui fait partie de ce dispositif-là, il est arrivé en demi-finale. Et donc le partenariat qu'on a avec Éclosion et le Mans Cité Chanson sur le Mans Pop Festival fait qu'il a été aussi programmé. Contrairement aux autres, où là c'est vraiment de la programmation pure, où on va les chercher, on regarde si ça peut coller, on essaye de faire une identité globale aussi sur la soirée. Alors après, il y a des artistes que vous connaissez, qu'on peut-être on voit un peu moins. Je pense par exemple à Kuntea, qui est jury, qui organise Open the Gates. On va la recevoir la semaine prochaine. Mais finalement, des fois qu'on ne connaît pas sur scène en tant que public, en fait, enfin en tant qu'artiste. Donc c'est vrai que ça fait des univers un peu différents et ça permet de se poser aussi pour justement voir comment évoluent nos artistes émergents et qui commencent à faire des tournées nationales, voire internationales. Exactement, c'est vraiment le cas pour Kuntea qui elle a fait une belle tournée d'été, notamment je crois elle a fait aussi une date en Suisse et donc je trouve ça super important de pouvoir la mettre et comme vous disiez juste avant que le public sartois aussi puisse la voir et notamment sur ce festival et sur une très belle salle au Saulnières. Et puis, on a justement Pontex qui nous vient du Canada et là, c'est un coup de cœur que vous nous partagez aussi? Alors, c'est un partenariat déjà avec le Festival international de la chanson de Granby. Je fais partie du jury et chaque année, donc ça fait 4 ans maintenant, qu'on reçoit des Canadiens en partenariat et en échange d'artistes en résidence. Voilà, c'est une tournée Europe Granby qu'il remporte. C'était donc le lauréat 2024. D'accord. Et donc l'arrêt au Mans fait partie de cette tournée. L'arrêt au Mans fait partie de cette tournée. Et inversement, un des artistes comme l'année dernière, enfin quand je dis la dernière, c'était au mois de mars, puisqu'on a 2 finales cette année, va faire une tournée aussi l'année prochaine. Donc c'est une belle façon de se programmer de façon internationale et puis de faire des découvertes, puisqu'on sait aussi que la scène francophone aussi au Canada est très... Voilà, c'est une façon aussi d'appuyer encore une fois la langue française là-bas. Exactement. Et ils sont très attachés à la francophonie. Exactement, il y a plein d'artistes qui viennent. Donc la soirée, elle est présentée par Albou, je crois. Par Albou, du coup. Ouais. C'est vrai, ça aussi. C'est un acteur et un artiste local qui est très important, notamment dans le rap.
on le sait, qui est très très fort. Et donc on a l'honneur que ce soit notre MC sur la soirée. Ouais, ça va être vraiment une soirée talent émergent jusqu'à la présentation. Exactement. Je fais un petit clin d'œil évidemment à Aurélien Legendre qui sera là le dimanche pour présenter la finale. Donc il ne sera pas sur le plateau, il ne revient pas ici, mais il sera au Saulnières. Il est encore fidèle de notre festival. Et là, donc on a les quatre finalistes du concours qui vont se présenter sur scène. Ça veut dire que vous n'avez pas encore choisi le ou la gagnante. Non, le jury choisira sur place, parce qu'effectivement, c'est à l'instant T, entre une présélection et une finale, il peut se passer des choses différentes. Oui, tout à fait, bien sûr. Il peut y avoir pas mal d'évolutions. Quand vous parliez de Le Mans Pop, c'est pas forcément pop dans le sens musical, mais c'est aussi populaire. Exactement. Voilà. C'est vrai qu'on oublie souvent que le pop, même dans l'art d'ailleurs, c'est justement ce côté populaire. Puis même le côté pop avec l'émergence, on le prend aussi. Alors là, c'est pareil, on a plein d'univers différents avec Malice qui est plutôt, on va dire, de la chanson française, un tout petit peu, j'allais dire classique. Non, c'est pas ça, mais c'est très dynamique. C'est de la pop vitalisée. Voilà, c'est voilà. ça. Le Olga Larouche qui a un personnage aussi déjà très défini, même Malaka, Ayom, enfin, ils ont tous des univers très différents. Alors ça, je ne sais pas comment fait le jury, parce que c'est vrai qu'entre voilà, de la chanson française un peu tranquille et puis du rap, ça doit être compliqué de comparer. À la finale, on ne débat pas, c'est des points qu'on leur attribue, et c'est celui qui a le plus de points finalement qui détermine le classement. Mais après, ils ont tous un peu gagné quand ils arrivent en finale. C'est ça. Parce que d'une part, il y a des prix pour chaque artiste, des programmations. Et l'intérêt, c'est d'être vu aussi par les professionnels, des tourneurs, des programmateurs. Et on en aura qui viennent de Paris. Voilà. Et chaque année, d'ailleurs, il y a des reprises derrière, il y a des carrières qui se lancent grâce à ce concours. Et ce n'est pas la première fois, puisque vous êtes à la 31e édition. Donc, il y a des artistes qu'on a pu découvrir. Je pense même à l'hémophile récemment, qui était à la Cigale, plus anciennement Jeanne Chéral. Enfin, voilà, il y a vraiment des noms qui sont passés par ce concours. Oui, et on suit leur parcours et ils suivent aussi ce que l'on fait. Ils se disent souvent, on va en parler à nos copains, et il faut absolument qu'ils s'inscrivent. Il y en a qui persévèrent, on leur demande de persévérer. Oui. Parce que... Ils ont le droit de se présenter plusieurs fois. Oui, parce que sur 110 candidatures, n'en gardait que 8, évidemment, on en laisse de côté chaque année. Sûr. Mais ça prend de plus en plus, puisque sur les mardis de la chanson, sur les présélections, on a eu plus de 5800 personnes qui sont venues sur les 8 dates. Et il y a des artistes qui concourent et qui nous ont dit cet été, c'est notre plus grosse scène. Parce qu'il y avait à peu près plus de 720 personnes à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est des très belles scènes. Puis là, au Saulnières, c'est l'occasion de faire des très belles scènes, des très beaux spectacles aussi, évidemment, au Mans. Est-ce qu'il faut réserver ou on vient directement? Comment... Ça peut être les deux, puisqu'on peut réserver. Il y a des liens pour les billetteries. La soirée du samedi, c'est un prix libre. Voilà, et puis il y aura une billetterie sur place aussi. Voilà. Et comme je le disais, comme on le disait tout à l'heure, c'est pareil pour les artistes de scène et les organisations, les associations qui créent ces événements. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, pas que, en tout cas. Donc évidemment, quand on vous offre de telles soirées, si vous le pouvez, participer à la hauteur de vos moyens à ce genre de soirée. Donc le 15 novembre, c'est à 20h, c'est en soirée. Et le dimanche, c'est 15h. 15h, donc pour participer, c'est super. On découvre des artistes, on les voit directement sur scène. Et puis après, s'ils gagnent d'autres choses, voilà, on pourra dire que... Et puis le Mans Cité Chanson, c'est aussi son travail de permettre à des artistes de se produire, et on leur offre justement des espaces d'expression. Des scènes, et puis c'est vrai que voilà, ça fait bouche à oreille et ça permet de diffuser au plus. Et puis il y aura aussi l'occasion pour le public qui vient le samedi de gagner des places, puisqu'on fait un petit concours aussi tout au long de la soirée, où le public peut gagner des places pour venir le dimanche gratuitement. D'accord, et on a oublié aussi Pierre Donoré qui reviendra le dimanche du coup.
Oui, alors il était sur les mardis de la chanson et quelquefois le jury veut mettre en lumière un artiste, c'est son cas. Donc on l'aura, il est hors concours, mais il a tout à fait des choses à proposer. Donc on pourra aussi le découvrir ce week-end. Réservez donc vos 15 et 16 novembre, ça se passe au Saulnières. Vous suivez sur le Mans Pop Festival, sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle programmation. Vous souhaite une belle finale. Oui. Du coup, merci beaucoup Julien Rullier d'être venu nous parler de la collection à la laverie que je vous invite donc à découvrir à La Ferté-Bernard. Et nous, on continue avec d'autres artistes tout de suite dans Culturel. On parlait des artistes émergents qui commencent à bien se faire connaître. On a le plaisir d'en recevoir une autre. Heidi, bonsoir. Bonsoir. On va parler dans un instant de votre nouvelle EP. Mais avant, je me tourne vers Fatil Anaya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médiateur culturel à l'Espal. Les Quinconces l'Espal. À l'Espal va ouvrir ce week-end une exposition porte restante. Escale sur la ligne. Alors, un nom assez énigmatique de l'artiste Cécile Léna, dont on avait déjà pu voir des œuvres auparavant. Tout à fait, on l'avait accueillie il y a quelques saisons avec Radio Daisy où elle s'est intéressée à la radio, et l'univers de la radio, et cette fois-ci, elle s'intéresse à l'aéropostale. Cécile Léna, elle nous convoque, elle nous propose de faire un voyage, d'aller sur les traces de l'aéropostale qui a été créée en 1919 par Pierre-Georges Latecker. Et du coup, elle travaille, c'est une scénographe, une plasticienne scénographe qui travaille sur des maquettes miniatures. Donc elle mêle le théâtre miniature, le cinéma, les arts plastiques, les récits sonores. Et elle nous invite à nous plonger à travers 7 maquettes. Donc chaque maquette qui est composée, il y a une cabine, on rentre dans la cabine, on met le casque et d'un seul coup, on est emporté et transporté dans cet univers de l'aéropostale qui est une ligne mythique qui a permis comme ça d'acheminer du courrier de Toulouse à Santiago du Chili, donc 12 000 kilomètres, et par des hommes et des femmes tels que Antoine de Saint-Exupéry. Oui, c'est ce que j'allais dire, qui était connu pour traverser la Cordillère des Andes. La première qui a traversé la Cordillère des Andes, c'est Adrienne Bolland. C'est la première femme, parce qu'on cite très peu les femmes, mais c'est la première avant Jean Mermoz. Donc, et c'est un univers poétique, c'est-à-dire qu'elle nous emmène, elle nous fait traverser toute cette ligne avec des escales. C'est ça, parce que à l'époque, c'était des avions. On ne faisait pas d'un coup. On ne pas comme aujourd'hui. Donc, on cheminait sur toute la côte ouest de l'Afrique et on s'arrêtait dans chaque ville, Casa, Saint-Louis de Sénégal et ainsi de suite. Et ensuite, on traversait l'océan Atlantique. Et donc, c'est cette traversée, cette histoire-là, intime, mais aussi où elle convoque l'histoire, la technique et aussi le courage de ces hommes et des femmes. Et le rapport au courrier aussi. Et le rapport au courrier, c'est-à-dire comment on relie les gens, comment on relie les hommes. Aujourd'hui, on a le SMS, c'est instantané, mais là, il fallait mettre en danger sa vie. 12 000 kilomètres, et il y a eu beaucoup d'aviateurs qui sont morts. Oui. Et du coup, c'est cette histoire qu'elle nous raconte, et c'est une histoire, une mémoire collective aussi qu'elle nous propose à travers une proposition qui est poétique, parce que à chaque fois qu'on rentre dans cette cabine, qu'on met son casque, on rentre dans cet univers-là. Et on est, par exemple, je prends le cas de l'escale à Casablanca, on est dans un cinéma. Donc c'est juste une maquette petite, mais on a l'impression d'être vraiment dans un cinéma. Donc elle arrive à créer comme ça ce voyage imaginaire, mais elle s'appuie sur une histoire qui a existé et qui a porté des hommes et des femmes et qui a permis à des gens de pouvoir se relier à travers le courrier. C'est très immersif, et ce qui est agréable aussi, c'est qu'il y a plein de niveaux de lecture. Donc vous proposez d'ailleurs ce week-end des visites avec les enfants, mais il y a vraiment plein de choses pour s'émerveiller, s'interroger aussi, réfléchir sur cette question-là. Ce que je vous propose, il y a un très bel extrait vidéo pour découvrir Cécile Léna. Comment je vais mettre le ciel dans une boîte ? Je crois que dans cette création, je vais largement user des illusions du théâtre.
à la fois des miroirs, à la fois des tulles, à la fois de l'immensité. Et je ne cesse d'imaginer un avion qui décolle dans mes boîtes. Mes boîtes, elles font 1 mètre carré, 1 mètre cube. Comment je vais faire décoller un avion ? Je commence à avoir quelques idées, mais je crois que ça va être nécessaire. L'idée, c'est peut-être de se souvenir des racines dans lesquelles on a construit notre monde d'aujourd'hui, en fait. Et peut-être que l'aéropostale est le début de cette histoire de la vitesse. C'est une aventure humaine, bien entendu, des hommes complètement dingues qui vont défier le temps, qui vont défier la technologie et qui vont le faire au prix de leur vie. Donc ça, c'est évidemment, cette aventure humaine, elle est passionnante. Et puis, on a cet homme, Saint-Exupéry, qui est donc un auteur, un poète, et qui va venir transcender en fait cette histoire à travers son écriture. Donc ça, c'est absolument exceptionnel dans l'aventure humaine. Et puis, il y a cette troisième chose qui est la question du courrier, qui est cette histoire d'hommes qui vont vivre ça pour des lettres. Peut-être aujourd'hui, ce serait impensable d'imaginer ça. C'est-à-dire que de risquer sa vie pourquoi ? Pour des lettres administratives, des lettres d'amour, des lettres d'absence, des lettres de rupture, pour tout ce qu'on peut imaginer qui est passé dans ce courrier. Et ça, c'est très incroyable. Et puis c'est aussi intéressant de regarder en arrière sur cette course contre le temps, en fait, qui était gagnant du temps pour que les hommes soient reliés plus vite. Le regard aujourd'hui là-dessus, il est incroyable, puisque aujourd'hui tout est tellement instantané et on est noyé dedans et certainement épuisé par ce trop vite. Le sujet se prête incroyablement à l'intime et à l'immense. On est entre le devoir et la passion. Et c'est intéressant ce mélange-là. Ça crée une alchimie qui a permis cette folie en fait des hommes. C'est un véritable nouveau challenge sur la réalisation technique. C'est-à-dire je peux pas m'appuyer sur des choses que j'ai déjà faites, donc il va falloir que je trouve des nouvelles idées pour pouvoir raconter cette histoire-là. Ouais, absolument. Jusqu'à ce qu'on emmène nos spectateurs dans un véritable cockpit d'avion. Est-ce qu'on va réussir à le faire ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'idée. Pas spoiler, mais je pense qu'elle a réussi une grosse partie de son idée. Ce qui est intéressant et ce que je pense qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est justement de venir à plusieurs générations, parce qu'on a tous vécu des choses différentes au niveau de la transmission des lettres et du courrier en général, même évidemment du rapport. Alors elle le parlait, l'administratif aussi, pas que le courrier du cœur, mais il y a vraiment tout ça, et l'objet même de la lettre, de l'écriture, du timbre qui a traversé, ou du courrier perdu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est tombé dans les spams, mais c'est plus compliqué de dire qu'on n'a pas reçu l'information. Donc il y a toute cette notion, en fait, comme elle l'explique, de l'intime, du très personnel à l'universel, finalement. C'est ça, parce que c'est la question de la mémoire. Vous voyez, c'est vraiment de la question de la mémoire qui est abordée dans ce travail-là. Elle s'est entourée de 40 collaborateurs et elle a travaillé pendant deux ans pour faire cet objet artistique. Et chaque cabine, chaque maquette dure 4,5 minutes. Et là, on est plongé. Il y en a 7. Et elle a réussi effectivement à créer ce cockpit, ce broussard de 1950. Je n'en dirai pas plus. Ce que j'invite les gens, c'est vraiment... Alors, l'inauguration aura lieu le samedi 8 novembre. Là, il y aura plein d'ateliers aussi, créer son timbre, quiz de distance, il y aura des partenaires aussi. Donc c'est l'occasion on ne pourra pas tout découvrir samedi, mais on pourra découvrir une ou deux cabines. On peut aussi découvrir le cockpit. Il y aura la présence de Cécile Léna qui sera là pour parler aussi de son travail.
je peux pas le qualifier. On peut pas dire c'est juste une installation, une exposition. C'est tout ça à la fois. C'est un objet complexe. Non, mais c'est vrai. C'est un objet complexe qui relie toutes les formes, tous les médiums. Ouais. C'est une installation immersive, moi, je trouve, qui est vraiment complète et qui peut se vivre de plein de manières. D'ailleurs, il faut prendre rendez-vous justement sur le site des Quinconces l'Espal. Oui. Et d'ailleurs, vous êtes en soutien de cette création-là qui va voyager, sans mauvais jeu de mots, mais qui justement est soutenue par la scène nationale, les Quinconces l'Espal. Tout à fait, oui. Cécile Léna, c'est pas la première fois qu'elle vient ici. À chaque fois, on a le partenariat et la confiance qui s'instaure avec cette compagnie. Et peut-être que c'est Le Mans qui lui a donné envie de travailler sur l'Aéropostale et Saint-Exupéry. Oui, Saint-Exupéry est venu au Mans. Exactement, oui, exactement. Donc il y a une histoire qui s'installe. En tout cas, ça commence ce week-end. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet. Samedi 14h-17h. Samedi 14h-17h. Et après, vous allez sur le site internet pour découvrir cette installation, exposition, faire escale à l'Espal pour découvrir le travail de Cécile Léna. Oui, si je peux me permettre, l'Espal, samedi, ce sera le hall d'embarquement. Le hall, voilà. On peut faire toutes les analogies, ça fonctionne. Un bel événement donc à prévoir en famille, entre amis ou même juste pour assouvir votre curiosité. Je me tourne maintenant vers Heidi. Alors, vous êtes autrice, compositrice et interprète. Donc, en gros, on écoute les chansons que vous écrivez et que vous composez. Et vous aviez sorti un premier EP en 2022. C'est ça, exactement. Et depuis, on va dire que ça s'enflamme, dans le bon sens du terme. Vous avez été à Open the Gates, on en parlait tout à l'heure. Vous avez fait la première partie de l'Hémophile, dont je parlais aussi tout à l'heure en 2024. Et vous allez sortir un nouvel EP, Bliss, début janvier. Ce sera un petit peu avant finalement, ce sera dès le 28 novembre, il sera disponible sur toutes les plateformes. Il sera disponible sur toutes les plateformes. Comment vous qualifieriez votre style si vous avez entendu la première partie de l'émission? Je me risque pas à le définir moi-même, mais en tout cas, il y a une ambiance, j'imagine, dans le premier extrait, donc j'imagine dans les 4 morceaux de l'EP, il y a un univers que vous créez qui est même aussi visuel, et peut-être qui se prolonge, j'imagine, sur le partage avec le public. Oui, tout à fait. En fait, c'est un univers qui est très folk, je dirais, parce que c'est comme ça que je compose mes chansons. En fait, voilà, moi, c'est toujours la guitare au centre de mes projets. Donc, c'est comme ça que le projet se construit. Donc, je dirais que mon univers est centré beaucoup autour de la guitare. Voilà, donc un univers assez pop, mais qui reste quand même avec des influences très folk. Voilà. Je vous propose de regarder un petit extrait pour se faire une idée. Alors là aussi, on parle de voyage. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui vous anime à partager comme ça avec le public, à la fois dans vos clips et sur scène ? En tout cas, sur ce nouveau projet, c'est quand même assez différent du précédent. On est sur quelque chose de plus percussif. C'était aussi ma volonté d'évoluer en tant qu'artiste. Bliss, je pourrais un petit peu le qualifier en français de béatitude, donc cette espèce de bonheur un petit peu parfait. Mais finalement, dans le parfait, est-ce que c'est atteignable ? Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau de perfection? Donc il y a un peu aussi cette idée de désillusion dans le projet, des années qui passent, d'un fantasme qu'on peut avoir. Moi, je parle de mon expérience personnelle aussi dans l'industrie de la musique. Quand on commence au début, on est très enjoué avec beaucoup d'énergie. Ensuite, ce qui s'ensuit, les années passent, ça reste difficile, la motivation reste toujours là. Mais il ne faut pas s'essouffler, il ne faut pas lâcher. Exactement, donc ça parle de tous ces sujets-là.
Et justement, cette ambiance-là, c'est important pour vous de créer des univers. Là, on le voyait dans votre clip, qui est différent de quand on vous voit sur scène, évidemment. Vous nous emmenez un petit peu dans une bulle qui va au-delà de la musique et des paroles, en fait. Oui, tout à fait. C'est hyper important pour moi aussi de transmettre mon univers visuellement. Là, sur ce projet-là, on est parti sur quelque chose de très large. Avec une image de moi, on peut le voir sur ma cover, au centre, mais en petit en fait face à l'univers qui nous entoure. Et c'est aussi comme ça en fait que j'ai construit le projet, comme je l'ai dit avant, avec la guitare au centre, mais aussi quelque chose de très percussif et très orchestral qui peut prendre beaucoup de place sur le projet. Oui, finalement, vous êtes au centre, mais c'est pas vous qui occupez toute la place. Il y a beaucoup de partage. Et c'est cette difficulté aussi voilà, là, vous sortez il y a quatre titres sur cette EP. On se rend pas compte forcément, nous, en tant que consommateurs, que spectateurs, de la difficulté de finaliser des titres, de les sortir avec des clips, voilà. Et j'imagine de les jouer sur scène pour les faire un petit peu, les faire vivre. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur ce projet-là, en général, je tourne généralement plutôt seule, mais sur ce projet-là, j'ai vraiment une volonté d'inclure beaucoup plus de musiciens, aussi avec une volonté peut-être orchestrale par la suite. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Marie-Lise Party aura cette ambition-là aussi. Voilà. Donc vous allez justement faire une soirée à Paris, et l'idée c'est de présenter cet univers dont on pourra profiter un petit peu avant finalement, mais voilà, de présenter cet univers aux autres artistes, évidemment aux programmateurs, et puis d'essayer d'essaimer un petit peu et de faire grandir ce projet, cette idée. Oui, tout à fait. Quand on fait un projet musical, enfin en tout cas moi quand je fais un projet musical, l'idée c'est aussi de le présenter sur scène et de pouvoir partager l'émotion de la scène. Je pense qu'en tant qu'artiste, c'est essentiel. Donc oui, une release party qui aura lieu donc du coup le 10 janvier 2026 à Paris. Donc les billets sont disponibles sur mon site internet dès aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de partager ça avec mes proches, mais aussi avec ceux que je ne connais pas encore et qui vont vouloir découvrir mon univers. Alors c'est vrai que nous, évidemment, on est sur LMTV, donc on fait un petit peu les chauvins, on vous connaît, on vous a vu un petit peu sur les scènes mancelles, mais vous êtes entre Paris et Le Mans, un petit peu en dehors du sujet, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment une différence sur la scène au niveau du public, j'entends, entre la capitale et chez nous, finalement, vous complétez avec ces deux univers-là aussi ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est des audiences qui sont complètement différentes et un public aussi qui est différent, mais dans chaque audience, voilà, moi j'y retrouve mon compte. Voilà, Le Mans, c'est là où j'ai grandi, donc forcément j'ai un attachement particulier à cette ville, mais aujourd'hui, voilà, je pense que pour agrandir mes ambitions, je pense que voilà, aller toucher la capitale, c'est très important. Bien aussi. C'est le point de ralliement. Exactement. On va dire. Avant et c'est pas très loin, donc voilà. C'est ça, c'est aussi l'avantage du Mans, on va pas se mentir, c'est d'être pas très loin de la capitale et de pouvoir profiter et de faire venir chez nous des artistes et de les faire revenir encore une fois chez nous comme Cécile Léna quand on apprécie leur travail. Merci Heidi d'être venue nous parler. On la suit sur les réseaux sociaux et sur son site internet pour découvrir le nouvel EP Bliss, donc fin novembre. Et puis on va à l'Espal faire escale pour découvrir le travail de Cécile Léna. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de vos événements sur ce plateau. Et nous, on continue en musique tout de suite dans Culturel. Des habitués sur le plateau, ça parle hors antenne. Alain Carabeuf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la chorale À Cœur Joie au Clair Matin. On va en parler dans un instant, qui fête ses 70 ans ce week-end. Vincent Cotreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de chœur de la chorale À Cœur Joie. Au Clair Matin, en fait, du coup, c'est la même. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Et Diana Igby, bonsoir. Bonsoir. Au cas où vous auriez raté les je ne sais pas combienième épisodes précédents, toujours soprano et directrice de Musica Le Mans. Alors, ce samedi 8 novembre, donc je spoil direct, c'est un succès, il y a déjà plus de place. Ce qui n'empêche pas, évidemment, d'en parler, parce que c'est les 70 ans de Au Clair Matin. Je dis au cœur, je m'en mêle les pinceaux entre Au Clair Matin et À Cœur Joie, parce que À Cœur Joie, c'est un mouvement national, en fait. Exactement.
En fait, Au Clair Matin, notre association s'appelle Au Clair Matin, a été créée en 1955 par un binôme, Édouard Quéru, qui en est devenu le chef de chœur, et Marie-Françoise Amoureux, qui en est devenue secrétaire. Mais cette petite équipe, après avoir constitué sa chorale, a aussitôt adhéré à un mouvement national qui s'appelait à ce moment-là, qui s'appelle toujours d'ailleurs le mouvement à cœur joie. Et qui permet de regrouper regrouper un ensemble de chorales, qui est d'ailleurs le plus grand mouvement choral français. Alors justement, en 1955, j'ai lu qu'ils étaient une vingtaine, et aujourd'hui vous êtes on est une centaine. Une centaine. C'est quand même une belle évolution. C'est effectivement une belle évolution. Oui. Par contre, le public n'est pas le même. Parce que je regardais les adhésions des années 50 et les raisons des départs. Et on voyait des raisons de départ, service militaire, mariage, etc. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Oui, c'est pas trop pour le service militaire. Bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de service militaire et on se marie de moins en moins. Ouais. On bouge de plus en plus aussi, mais voilà, il y a d'autres raisons. Alors, pour ceux qui connaissent pas le principe de la chorale, ce sont pas des professionnels. Enfin, il peut y en avoir, mais tout le monde est accepté dans cette chorale. Et vous êtes complet au niveau des pupitres femmes, si j'ai bien compris, mais vous acceptez encore les voix d'hommes. Oui. Et je te laisse peut-être répondre, Vincent, sur cette partie-là. Oui, parce que c'est toujours un petit peu déséquilibré. Il y a toujours beaucoup plus de dames que d'hommes. Voilà. Mais donc, on accueille avec plaisir encore quelques voix d'hommes, oui. Mais on ne voudrait pas non plus dépasser trop ce nombre-là, parce qu'après, comme c'est quand même une association où les gens viennent pour se faire plaisir aussi, donc plus on est nombreux, plus c'est difficile de se connaître peut-être. Voilà. Oui, il y a la convivialité un petit peu plus difficile. Ce que je pourrais ajouter, c'est que ça fait partie justement des valeurs d'Acœur Joie. Que d'accepter tout le monde, de tous les âges, des solfégistes, des non-solfégistes, des choristes chevronnés, des débutants. Ça veut dire des gens qui savent lire la musique, des gens qui ne le savent pas, des gens qui chantent faux, des gens qui chantent faux de préférence. Mais sur son, alors plus on est, par contre, plus ça... ça dilue les... On peut se cacher. Non, mais comment ça se passe? Je rigole évidemment, Vincent Cotreau, mais comment ça se passe? Parce que j'imagine quand même que, même s'ils chantent juste, ils n'ont pas tous le même talent sur une centaine de choristes. Voilà. Heureusement qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont plus compétents musicalement, voilà. Et c'est vrai que c'est un gros travail où on s'appuie les uns sur les autres. Voilà. Puis ça dépend, je ne veux pas dire, mais c'est un peu de la pédagogie des répétitions, de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il faut diriger quand même une chorale où il y a des gens qui savent lire la musique et d'autres pas, donc ça doit être au niveau pédagogique complètement différent entre les deux. C'est un petit peu, disons que j'ai un peu d'expérience, de savoir comment faire pour que tout le monde y trouve son compte sans qu'il y en ait qui s'ennuient et sans qu'il y en ait qui trouvent... Voilà. Mais enfin bon, on arrive à faire des choses assez construites quand même, voilà. Alors c'est vrai que cette sympathie, cette convivialité, on le sent sur le plateau. C'est aussi pour ça que vous avez du succès, parce que quand on vous voit en groupe, on sent aussi qu'il y a quand même le plaisir de partager, d'être ensemble et de recevoir, comme là, Diana, des solistes qui vous accompagnent, quoi. C'est nous qui l'accompagnons, c'est ça. C'est un grand honneur et c'est un grand plaisir, parce que là, elle est venue de répéter avec nous lundi dernier et je voyais bien que les choristes, ils étaient contents, quoi. Mais c'était en toute simplicité, franchement, avec Diana, c'était comme ça. Et du coup, alors ça sera donc ce samedi 8 novembre à Saint-Saturnin, au Val-de-Vray. On va quand même les citer. Et ce sera sur une programmation autour des comédies musicales. Là aussi, vous parlez de l'association, des gens qui y adhèrent, des gens qui viennent, qui partent. La comédie musicale, c'est un moyen aussi intergénérationnel de se regrouper sur des airs que tout le monde connaît finalement et qui font le lien avec des œuvres plus classiques. Ce qui explique sans doute le succès qu'on a eu. En plus, avec Diana à l'affiche, c'est clair que... Voilà, c'est vrai que ça aide d'avoir Diana Higby à l'affiche. Alors, ce samedi, si vous avez aux places, vous pourrez la voir au Val-de-Vray avec Au Clair Matin, donc à Saint-Saturnin. Dimanche, il reste encore des places, on me dit dans l'oreillette. Vous pouvez aller la découvrir à la salle des concerts avec Dominique Fanal de Adoramus qui propose aussi. Donc, on te retrouve le dimanche. Oui, avec des
des œuvres magnifiques, mais c'est surtout, en anglais on dit bucket list, c'est la liste de choses qu'on aimerait faire avant de décéder. Et j'ai cette énorme chance de chanter l'un des plus beaux airs de Mozart, Ch'io mi scordi di te, qui avait été composé pour Nancy Storace, qui avait été la première Suzanne dans Les Noces de Figaro. Et en fait, c'est un duo piano-voix, parce que Mozart était ténor, mais il ne chantait pas en public. Et donc, il a joué ce morceau au piano en dirigeant son orchestre avec, selon lui, l'une des plus belles voix de son époque. Donc, pour moi, c'est vraiment un grand challenge, mais aussi un grand bonheur de pouvoir chanter cette œuvre, enfin, avec orchestre. Et on coche dans la liste. Voilà, donc je suis très, très contente. En plus, c'était l'idée de Dominique Fanal. C'est même pas moi qui lui ai proposé. Avec Valentina Diaz-Fresno au piano. Oui, qui est une formidable pianiste et qui, en fait, est venue en France parce qu'une partie de sa famille vit ici. Et puis, on fait la chanson perpétuelle de Chausson, qui est aussi très rarement jouée. Et je suis vraiment aux anges. Et puis, comme d'habitude, en fait, Musica continue ses péripéties et ses folies. On a commencé une nouvelle saison cette année à la Salle des Concerts. On avait fait une ébauche l'année dernière, suite à la proposition très généreuse de la ville du Mans qui nous soutient avec ses concerts. Et on commence vendredi 28 novembre avec Fragrance vénitienne, un duo violoncelle-piano. Ils sont frères et sœurs, c'est le duo Lasca. Et ils vont donc nous interpréter Vivaldi, Lotti, plein de compositeurs avec des lectures de Stendhal et des poèmes sur Venise. Alors, je ne chanterai pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, en lisant mes petites notes, je me dis, mais j'ai noté des dates, mais elle ne chante pas sur les fragrances vénitiennes. Non, et donc c'est le début d'une saison assez incroyable. On a donc 6 représentations, mais 5 spectacles. On fait la flûte enchantée à Noël. Ouais, à Noël, le week-end avant Noël. Il faut y aller avec les jouets. enfants. Ouais. Alors quelqu'un de très connaisseur m'a demandé si on jouait la symphonie des jouets. Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, Papagena, normalement, c'est un oiseleur qui cherche un oiseau pour en tomber amoureux. La reine de la nuit, c'est une grande reine. Sarastro, c'est un grand prêtre important. Là, on a donc des nounours, des petites poupées, des Barbies, des super-héros et des super-héroïnes. Donc tout ça, c'est un petit peu, on n'est pas censé dire ça comme ça, mais c'est Toy Story en fait. Donc l'enfant s'endort et les jouets se réveillent. Donc ça fait une excuse pour emmener les enfants et puis pour les adultes de revenir en enfance et de vraiment, c'est très participatif cette œuvre. Oui, et puis c'est l'œuvre souvent par laquelle les gens découvrent l'opéra. Et nous, à Musica, maintenant, on essaye. On était sous forme de troupe pendant les 10 premières années. Maintenant, c'est les 10 prochaines années. On essaye. Alors, on va pas faire du jeunisme non plus. C'est important qu'on accueille aussi des artistes de tous les âges, mais il faut qu'on forme la génération suivante. Donc là, c'est les stagiaires de la première Musica Academy. Voilà. Donc on est très très contents et ça va être magnifique. Et puis le 30 novembre. Là, c'est avec la musique municipale du Mans. Et là, tu chantes. Voilà, là je chante. On fait des œuvres du cinéma, des œuvres d'opéra qui sont souvent intégrées dans le cinéma. Et je pense que ça va avoir un très très beau retentissement sur la ville du Mans parce que l'aventure qui me lie à la musique municipale du Mans maintenant dure depuis quelques années. Et nous aussi, on se connaît grâce à en fait, les œuvres qu'on fait pour soutenir d'autres œuvres. Donc nous, on se connaît grâce au Lions Club et puis la musique municipale grâce à Tarmac. Donc en fait, on essaye de trouver des solutions pour faire connaître la musique et aussi peut-être aider notre prochain. Tout ça, c'est 2 saisons. Donc ce samedi 8 novembre à Saint-Saturnin, le dimanche 9 novembre, prenez vos places, il en reste encore à Doramus, à la salle des concerts, donc avec Diana. Fragrance vénitienne, c'est le 28 novembre à la salle des concerts et c'est dans le cadre de la saison de Musica Le Mans. Et le 30 novembre à l'Oratoire, il y a encore quelques places avec la musique municipale du Mans pour un oratoire lyrique, enfin une soirée lyrique. Exactement. Autour notamment du cinéma. Merci à tous les 3 d'être venus nous parler, vous nous partagez votre passion du lyrique et nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure sur LMTV.